Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Il faut en finir avec l'idée que tout dépend des efforts et du travail. Parce que moi, je suis confronté au quotidien avec des élèves pour qui ce n'est pas le cas, qui ont beau travailler, qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des obstacles concrets, diagnostiqués, qui sont là. J'ai le plaisir d'accueillir Rachid Zerouki, alias Rachid l'Instit sur Twitter, professeur en SECPA à Marseille. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos de la série YouTube Les SECPA, qui met en scène des élèves caricaturés comme étant stupides face à des professeurs autoritaires. C'est cette image particulièrement négative que Rachid essaie de déconstruire. De son quotidien d'enseignant auprès de ses élèves, ce qu'il retient, c'est surtout leur fragilité commune après les nombreux échecs auxquels ils ont été confrontés dans leur vie. Dans cet épisode, Rachid nous livre son expérience et ce qui l'a poussé à publier son livre Les Incasables en 2020. Être un SECPA en France, c'est devenu une insulte. On peut traiter quelqu'un de SECPA pour dire qu'il est bête. Et donc forcément, c'est très stigmatisant pour les élèves, même si leur arme face à ça, ça va être de s'approprier cette étiquette-là bien souvent et de rire d'eux-mêmes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Rachid. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Abdelrahman, pour cette invitation. Je suis très content de participer à ce podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de vouloir partager un peu sur certains sujets sur lesquels on va discuter, Inch'Allah. Rachid, pour commencer, je te propose de te présenter. Mhm. Donc voilà, moi je m'appelle Rachid Serrouaqi, je suis marocain à l'origine, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, donc je suis arrivé en France à l'âge du lycée. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans et je suis enseignant spécialisé dans une classe qui s'appelle la SECPA. La SECPA, c'est la section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est une section où on va inscrire des élèves qui sont en très grande difficulté scolaire pour voilà, pouvoir répondre à leurs besoins éducatifs particuliers. Et voilà, cette expérience me donne finalement beaucoup de choses à dire, des idées à défendre, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Incasables, qui est sorti aux éditions Robert Laffont, et qui m'a permis en fait d'avoir un petit peu d'audience, d'être écouté sur ces sujets-là liés au décrochage scolaire et à la grande difficulté scolaire. Hmm. Tu sais, l'éducation, c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet sur lequel je suis vraiment intéressé. Il y a tellement de choses à faire au niveau de l'éducation, à améliorer et à faire. Et c'est un monde que je ne connais pas beaucoup, le monde des SECPA. On va revenir dessus un peu plus tard. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de toi, déjà, ton enfance et ton expérience dans l'éducation? Toi, tu enseignes dans le secondaire, hein. Voilà, c'est ça au collège, en fait, enfin, dans la section vraiment de SECPA, parce que c'est un peu différent du collège, ça correspond à l'âge du collège, mais c'est pas vraiment le collège D'accord. tel qu'on l'entend, parce que les élèves sont face à un seul professeur, voire quelques professeurs, et ils n'ont pas le professeur de maths, le professeur de physique. C'est un peu plus comme à l'école primaire, c'est vraiment le fonctionnement de l'école primaire. OK. Et donc voilà, moi, mon rapport avec l'école, avec l'éducation, comme je l'ai dit, ça a commencé avec l'école marocaine. Euh, c'était à Fès, au Maroc. C'est là où j'ai découvert Tadairé, vraiment le commencement. Et j'en ai un souvenir, on va dire, assez mauvais, je dois dire, parce que même si bon, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris à lire, à écrire, j'ai tout appris à l'école marocaine. Mais ce dont je me souviens par-dessus tout, ce sont bizarrement les coups. L'école marocaine d'il y a quelques années, donc ça a un petit peu évolué maintenant, euh, ça reposait beaucoup sur la violence physique. Un élève qui va Hmm. commettre des écarts de conduite, il y a toujours le bâton de la maîtresse pour prendre quelques coups sur la main. Parfois, c'est bien plus grave, ce qu'on appelle temila, quand c'est une très, très grosse bêtise. Voilà, c'est le directeur qui vient s'en charger. Et voilà, moi, je ne peux pas dire que je prenais des coups tous les jours. J'étais un élève assez correct, mais ça m'arrivait. Et c'est ça qui m'a finalement le plus
donner de souvenirs. C'est quand je prenais les coups de bâton de la maîtresse parce que c'était humiliant, c'était violent. Et pour moi, ce sont des actes qui n'ont pas du tout leur place à l'école. Et je suis très content d'ailleurs que l'école marocaine évolue sur cette question très, très vite. Et par rapport à tes camarades de classe, quels souvenirs tu gardes? Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti en classe. Donc, l'introversion, c'est vraiment à distinguer de la timidité. L'introverti, c'est quelqu'un qui va trouver plus de paix, de sérénité pour réfléchir lorsqu'il est seul. Et l'école, c'est vraiment un défi pour les introvertis parce que c'est un lieu où on est forcé d'être au milieu d'un groupe d'élèves et on est forcé de réfléchir en groupe. Pas forcément quand il y a des travaux en groupe, mais lorsqu'il y a une mise en commun, lorsque le professeur pose une question, l'introverti doit réfléchir et répondre alors qu'il est au milieu de tout le monde et ce n'est pas son environnement naturel de prédilection. Et donc voilà, ça c'est aussi vraiment un terrain de réflexion pour moi, c'est comment finalement rendre l'école plus inclusive. Inclusive, ça veut dire qu'il accueille tout le monde dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'introverti, il soit finalement le plus bienvenu à l'école. Mais à part ça, avec les camarades, moi, ça a toujours été plutôt correct. J'ai jamais subi de harcèlement ou quoi que ce soit parce que je correspondais plus ou moins à la norme. Mais c'est lorsque je viens à l'école française que là, il y a un chamboulement vraiment énorme. En Ouais. fait, tous les codes changent, tous les repères s'en vont, et là, ça devient beaucoup plus difficile scolairement, mais aussi socialement. Tu es Donc, venu à quand quel âge en j'arrive, France, tu me disais? je suis venu à l'âge du lycée, donc 16 ans à peu près. D'accord. Et donc voilà, 15 16 ans, j'arrive dans le sud de la France, mais pas à Marseille, dans le Vaucluse, à Cavaillon. Et j'arrive au lycée Ismaël Dauphin. Et là, c'est vraiment, c'est c'est- c'est le coup dur, quoi, parce que pas de repères, pas de code. Et voilà, je me souviens que du coup, avec les camarades, c'était pas non plus un harcèlement, c'était juste de l'indifférence, mais une indifférence très profonde, c'est-à-dire que je passais mes récréations à marcher, à marcher tout seul. Et je voulais pas qu'on voit que je suis tout seul. J'avais un peu honte par rapport à ça, donc j'allais me cacher. Enfin, c'était une période vraiment très, très compliquée. Et l'école, tout le monde le sait, quand c'est compliqué socialement, quand on n'arrive pas à faire sa place, ben, scolairement aussi, c'est compliqué. On n'arrive pas à montrer son meilleur potentiel. Et donc, tout le lycée, pour moi, les 3 ans, c'était mission, trouver sa place dans cet environnement absolument nouveau. Euh, et je pense que j'ai consacré les 3 années à, certes, à avoir mon bac, mais surtout à trouver ma place d'abord dans le lycée et puis dans la société française. Mais ça passe par là. Trouver sa place au lycée, c'est vraiment trouver sa place dans le reste du pays parce que l'école a ce pouvoir de vous permettre de vous sentir bien ou au contraire de vous sentir très très mal si vous n'y trouvez pas votre place. Et donc voilà, c'est le rapport que j'ai eu avec l'école française. Euh, je crois qu'on peut dire quand même que j'ai toujours eu à l'école française, au lycée du coup français, des professeurs qui m'ont aidé, qui m'ont écouté, qui ont pris en compte aussi bien qu'ils pouvaient le faire ce besoin éducatif particulier que j'avais, qui est que j'arrive dans un pays nouveau. Et pour moi, voilà, ça a toujours été pris en compte par les professeurs et c'est aussi ce qui m'a permis de finalement mieux m'en sortir à la fin qu'au début. Ok. Donc, à l'issue de ton éducation au lycée, tu poursuis à l'université. Tu savais ce Mhm. que tu voulais faire? J'avais plus ou moins, déjà j'avais la certitude que je voulais être dans le service public. C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Et puis, je peux pas dire que c'était une vocation depuis mon enfance de devenir professeur, mais c'était une réflexion que j'ai eue après le bac. Et
l'enseignement, finalement, ça m'a attiré. Ça m'a attiré. Je ne peux pas parler de vocation dès le lycée, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal tenté. Donc, je me suis dirigé vers ça en étant bon, plus ou moins convaincu. C'était pas non plus vraiment le rêve ultime d'être professeur. Mais pour moi, le but, c'était de trouver un métier qui soit pas trop mal payé et dans lequel je pourrais trouver du plaisir et une certaine forme d'utilité sociale, en fait. Et l'enseignement, j'avais l'impression que ça pouvait m'offrir ça. Et avec du recul, je trouve que ça correspond plus ou moins à l'idée que je m'en faisais, c'est-à-dire que c'est un métier effectivement qui vous aide à vous sentir utile, qui a une finalité qui est très claire. Et, et donc, euh, et donc voilà, je suis content aujourd'hui de faire ce métier, même si bon, il y a des difficultés que j'avais peut-être un peu sous-estimées, comme tout le monde, en arrivant dans Ouais. le métier. Oui. Donc là, tu as 28 ans. Ça fait combien de temps que tu enseignes? Ça fait 6 ans que j'enseigne. Là, je vais commencer ma septième rentrée donc, en septembre. Et Mhm. donc voilà, j'ai fait une seule année dans le cursus général, on va dire, avec des CM1, CM2, donc des enfants de 10 11 ans. Et puis après, je suis allé dans l'enseignement spécialisé en Donc SECPA. ça, c'est le concours de professeur des écoles pour la primaire, non? C'est ça. C'est ça, Mhm. exactement. Moi, c'est bien le CRPE que j'ai passé, le concours pour le professorat des écoles. Et puis après, j'ai passé une spécialisation pour être auprès de ces élèves qui finalement n'ont pas acquis les compétences scolaires qui étaient attendues d'eux en primaire. Et donc, on continue sur les mêmes compétences, mais au collège. Pourquoi est-ce que tu t'es spécialisé dans ce domaine-là? Pour moi, c'était vraiment, lorsque j'étais en CM1, CM2, donc dans le cursus général, j'avais une classe de 26 27 avec pas mal d'élèves qui travaillaient bien. C'était une classe vraiment qui bossait. Et dans ces 26 27 il y en avait un, deux euh, qui avaient des grandes difficultés. Et, je me suis dit que moi, si je m'étais engagé dans l'enseignement, c'était pour pouvoir venir en aide, profiter à tous les élèves. Et là, il y avait ces deux exceptions, on va dire, qui ne trouvaient pas leur place. Et c'est très difficile quand vous avez 26 27 élèves de vous intéresser à l'exception. Parce que si vous allez vers cet élève-là pendant que vous faites travailler les autres de façon autonome, il y a des limites. Il y a des limites, c'est-à-dire que les autres vont forcément ne pas bénéficier de l'apprentissage parce que l'autonomie, c'est un luxe dans l'éducation. C'est quelque chose dont disposent très, très peu d'élèves aujourd'hui. Et donc, si on s'intéresse à un élève, finalement, on perd le contrôle du reste de la classe et on n'arrive pas à, à naviguer entre les deux, entre la nécessité de venir en aide à cet élève-là et la nécessité de poursuivre son travail, de poursuivre la progression avec les autres. Et finalement, là, aller dans le spécialisé, ben, ça m'a permis d'être sans arrêt confronté à ces exceptions-là, en fait, à ceux qu'on met dans la marge. Et ça me, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'y trouve du sens. Après, pour être honnête, au début, je n'avais pas connaissance de la SECPA parce que même en France, ça ne concerne que 3% des élèves. C'est quelque chose quand même de très minoritaire. Et donc, en y allant, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'y allais principalement pour avoir assez de points d'ancienneté pour aller ailleurs, parce que la SECPA, c'est une section qui est quand même très dévalorisée, très mal vue, notamment dans l'enseignement. Euh, donc, on va dire que c'est dangereux, qu'on va vous manquer de respect si vous allez en SECPA. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à mon vécu parce que, bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a aussi des choses très positives dans l'enseignement spécialisé, notamment dans la CEPA. Tu as dit que ça, en fait, c'est un enseignement qui est fait pour les personnes qui sont à l'âge du collège. Donc, c'est pas Mhm. spécialement pour l'âge du primaire. En primaire, il n'y a pas cette différenciation. En primaire, non. En primaire, il n'y a pas cette différenciation. En primaire, on a plutôt ce qu'on appelle les RAZ.
Les RASED, ce sont des enseignants qui vont être présents dans quelques établissements scolaires. Et quand un professeur remarque qu'il y a des difficultés avec un élève sur une compétence bien particulière, il va faire appel à ce maître ou maîtresse surnuméraire qui va venir sortir l'élève de la classe, mieux lui expliquer telle ou telle notion et le remettre dans la classe. Là, la SECPA, c'est complètement autre chose. C'est finalement, on prend l'élève du cursus général et on le met à part et il reste à part. Donc, il y a cette différence-là vis-à-vis de ce qui est proposé à l'école primaire. La SECPA, c'est une mesure qui est finalement beaucoup plus radicale. Ok. Par rapport aux élèves qui sont pas en SECPA, c'est quoi la proportion d'élèves qui sont en difficulté ou qui n'ont pas le même... comment est-ce que déjà tu les qualifies? Parce que je dis élèves en difficulté, mais... C'est ça, en fait. La SECPA, ce sont des élèves, oui. Ce qui les caractérise, c'est la grande difficulté scolaire. Parce que Mhm. en SECPA, on va avoir des élèves qui sont en difficulté parce qu'ils ont un handicap, ça existe. On va avoir des élèves qui sont là parce qu'ils ont un environnement social très compliqué. On va avoir des élèves qui sont en ITEP, c'est-à-dire en foyer, et encore une fois, qui n'ont pas un environnement propice au travail chez eux. On va avoir toutes sortes d'élèves et finalement, ce qui les relie, c'est la grande difficulté scolaire. Donc oui, les élèves de cette part, on peut dire que ce sont les élèves en difficulté scolaire, oui, absolument. C'est pas spécialement des élèves qui sont moins intelligents, c'est comme tu dis, c'est des élèves qui ont grandi dans des milieux différents, plus défavorisés. Oui, oui, l'intelligence, ça n'a pas vraiment Mhm. sa place dans l'enseignement parce que c'est un concept finalement qui reste très flou. On ne peut pas le mesurer à l'école. En tout cas, on n'a pas d'outils pour mesurer l'intelligence à l'école. On se repose beaucoup plus sur est-ce qu'un élève est capable d'avoir telle ou telle compétence. Et si on se rend compte à la fin de l'école primaire qu'il n'a pas assez de compétences pour continuer avec ses camarades, ben, effectivement, il est pertinent de se dire, bon, on va le mettre de côté pour pouvoir ben, lui apporter quelque chose qui va un peu plus coller à son rythme et à ses possibilités. Et est-ce que potentiellement ils peuvent retourner dans le cursus standard? Alors, c'est très, très rare. Vraiment, ça relève de l'exception. Moi, en 6 ans de métier, j'ai vu une seule élève passer de la SECPA à la générale et c'était vraiment en début de cursus. Donc, dès le début de sa rentrée en SECPA, moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'elle avait des compétences beaucoup trop développées pour rester avec nous. Donc, j'ai convoqué ses parents et je lui ai dit d'aller contre l'avis de la commission qui l'avait amené là, parce que cet élève-là avait la possibilité de suivre en général. Et puis, l'avenir m'a donné raison parce qu'elle a pu poursuivre sa scolarité en général et ça s'est très bien passé pour elle. Ok. Et quel est l'avenir? Quelles sont les possibilités pour les élèves en SECPA? Est-ce qu'ils peuvent à la fin poursuivre sur des cursus généraux ou c'est quoi qui leur est proposé? Alors, c'est là où le bas blesse, c'est que les poursuites offertes pour les élèves de SECPA sont quand même très peu valorisées socialement. Ça va être principalement le lycée professionnel, donc les différents CAP, peut être CAP électricien, CAP mécanique automobile, CAP boulangerie, hôtellerie. Mais voilà, on est dans la professionnalisation, on est dans ce qu'on appelle, de façon un peu erronée pour moi, les métiers manuels. Pourquoi je Hmm. dis erroné? Parce que un plombier, certes, il utilise ses mains, mais il utilise sa tête autant que moi finalement, parce qu'on ne peut pas réparer des chaudières si on ne réfléchit pas au fonctionnement de cet appareil. Et donc voilà, ce sont vers ces métiers-là que se dirigent les SECPA. On a quand même un taux de décrochage qui est très important. Il faut savoir que, voilà, on arrive en sixième SECPA, on est dans une classe de 16. En général, en troisième SECPA, on en a perdu 3, 4 ou 5 qui sont du coup vraiment décrocheurs, qui vont sortir de l'école sans le moindre diplôme. Donc ça fait déjà 15% des élèves qu'on perd sur les années de la SECPA. Et puis, on a Hmm. donc ces 75% d'élèves qui restent, qui vont continuer
en CAP, euh, obtenir un CAP pour environ 60% d'entre eux. Et après, il y a la poursuite possible en bac professionnel. Mais là, on commence déjà pour le bac professionnel à avoir des chiffres très, très peu satisfaisants parce qu'il n'y a que 4% des élèves de SECPA qui arrivent à obtenir à la fin un bac professionnel. D'accord. Donc le bac professionnel, c'est à l'issue du lycée professionnel. Exactement, le bac professionnel, c'est une poursuite d'études possible après le CAP. Si on fait un Ah, CAP ok, mécanique d'accord. automobile, on peut Hmm. poursuivre sur un bac professionnel mécanique automobile. Et ça, malheureusement, c'est une marche qui est difficile à franchir pour les élèves de SECPA, enfin pour les anciens élèves de SECPA, du coup, parce que voilà, on a des statistiques qui sont quand même très défavorables. 4%, ça veut dire que ça arrive, que c'est possible, mais que c'est très, très rare. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi le quotidien de travailler avec ces élèves-là? Le quotidien, je dirais que déjà, il varie beaucoup d'une classe à l'autre parce qu'il y a des dynamiques qui s'installent, des climats qui sont très différents d'une classe à l'autre, mais très concrètement, c'est quand même beaucoup de difficultés dans la gestion de classe. Déjà, principalement, être professeur en SFECPA, c'est très, très fatigant dans le sens où on a beaucoup d'élèves qui se retrouvent là parce qu'ils ont des troubles du comportement, parce que c'est de l'hyperactivité, parce que c'est des troubles de la concentration et de l'attention. Donc, le propre de ces élèves-là, ça va être qu'ils se confrontent au cadre. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le droit de bavarder, de parler, ben, ils vont le faire, pas pour provoquer forcément, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça fait partie de leur handicap. Alors, bien sûr, après, il y a ceux qui peuvent très bien s'en empêcher et qui ne se gênent pas. Mais voilà, la SECPA, ça concentre beaucoup de cas comme ça. Et donc, voilà, c'est beaucoup de gestion de classe. Derrière la gestion de classe, il y a la nécessité de l'empathie. Il faut comprendre ces élèves-là. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Essayer d'apporter une aide morale, une aide parfois affective, dire à l'élève, je te comprends, mais voilà, il faut que tu fasses des efforts en groupe, mais sans le punir pour ce qui relève de son handicap, parce que ça serait finalement creuser un peu plus sa difficulté. Et, et voilà, donc parmi ces difficultés, il y a quand même aussi du positif parce que quand vous voyez ces élèves-là progresser, arriver en sixième en ne sachant pas lire et puis apprendre petit à petit, ben, ça vous donne un sentiment du devoir rendu en fait et c'est quelque chose de très positif. Et parmi les choses positives, il faut aussi ajouter le fait que ce sont des élèves qu'on voit sur 4 années. Donc, on voit vraiment les mêmes têtes plusieurs années de suite parce que une classe de SECPA, c'est une seule classe par niveau et par collège. Donc, si vous avez les sixièmes SECPA, vous allez les suivre en cinquième, en quatrième, en troisième. Et donc, ça permet de voir les élèves grandir, progresser. Et ça permet aussi de voir s'installer une forme de respect mutuel, forcément. Parce que, voilà, au fil du temps, c'est quelque chose qui s'installe naturellement qui rend le travail finalement beaucoup plus simple parce que j'ai parlé de la gestion de classe. Eh ben, au fil des ans, cette gestion est forcément plus facile par rapport à ce lien qui se crée avec les élèves. Hmm. Les élèves enseignent pas ont aussi plusieurs professeurs ou tu enseignes plusieurs matières à la fois? Alors, ils ont plusieurs professeurs, mais on va se partager les matières. Ils vont pas avoir un professeur de maths, un professeur de physique. Moi, par exemple, je vais être professeur de français, d'histoire, de mathématiques. Puis, ils vont aller chez un autre professeur qui va leur faire histoire, géo, physique, chimie, autre chose. Et donc, c'est un fonctionnement à mi-chemin entre l'école primaire et le collège. Hmm. Tout simplement parce que on va recruter dans ces sections-là des professeurs des écoles qui sont polyvalents, qui sont capables d'enseigner plusieurs matières différentes et donc sur des compétences qui sont celles de l'école primaire. Les élèves enseignent pas, ils sont dans dans le même établissement que les élèves du collège, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Chaque SECPA est attaché à un collège. Et donc, Hmm. on va avoir dans certains collèges un bâtiment carrément à part consacré à la SECPA. Dans d'autres collèges, ça va être juste un couloir. Et puis, il y a d'autres établissements encore qui se disent, ben, laissez-les pas, ça doit être exactement comme les autres élèves. Donc, ils vont avoir un cours dans la salle de 116, puis ils vont aller ensuite au premier étage pour avoir un autre cours. Et donc, ils vont se déplacer dans l'établissement pour être comme les autres. Et c'est un choix qui, bien sûr, se défend. Ok. Comment est-ce que les différents élèves qui sont en SECPA et pas en SECPA, ils vivent ça? Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils se voient différemment entre eux? Alors, être en SECPA, c'est quand même en France une étiquette très dévalorisante. Vous avez par exemple une série sur YouTube qui s'appelle Les SECPA, dans laquelle Ouais. on voit des élèves, on va dire, caricaturés, qui sont vraiment des imbéciles, qui sont très très bêtes dans la série. Et ça, c'est vraiment l'étiquette de la SECPA. Être un SECPA en France, c'est devenu une insulte. On peut traiter quelqu'un de Hmm. SECPA pour dire qu'il est bête. Et donc, forcément, c'est très stigmatisant pour les élèves, même si leur arme face à ça, ça va être de s'approprier cette étiquette-là, bien souvent, et de rire d'eux-mêmes. Mais rire de soi, se réapproprier l'étiquette, ça ne résout pas tous les problèmes parce que ça reste quand même très dévalorisant que finalement la section où on est inscrit soit une insulte dans la vie quotidienne. Donc, bien sûr, ils en ont conscience. Enfin, cette conscience, elle arrive au fil des ans. Ils n'en ont pas forcément conscience en sixième, ça arrive un petit peu plus tard. Et, et après, une fois qu'ils ont compris, ben, c'est quelque chose qui va être vraiment un obstacle parce que ça va les démotiver, ça va leur nuire. Et la quatrième, la troisième, c'est aussi l'année à partir de laquelle ils commencent à comprendre que ben, les ambitions professionnelles qu'ils avaient, il va peut-être falloir réfléchir à un plan B, qu'ils vont peut-être devoir reconsidérer leur volonté d'être ingénieur ou autre parce que ils se rendent compte que peut-être ils vont pas avoir les capacités, les possibilités de rattraper tout leur retard pris par rapport à la norme. Hmm. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet enseignement, de la manière dont c'est organisé? Est-ce que tu penses que ça pourrait être mieux fait? Ou est-ce que tu penses que c'est bien comme ça? Moi, je pense qu'à partir du moment où, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 4% seulement d'anciens élèves de SECPA qui arrivent à avoir le bac professionnel, pour moi, c'est qu'on n'y est pas parce que le but de la SECPA, c'est certes que chacun progresse à son rythme, mais c'est aussi que tout le monde arrive à avoir euh, un diplôme, que chacun sorte du collège avec quelque chose. Alors certes, il y a le brevet des collèges, et là, on est sur 75% de réussite. Donc c'est une chose, mais le brevet des collèges, c'est vraiment symbolique. Ça ne vous aide pas à trouver votre place dans le monde du travail. Un bac professionnel, déjà, ça permet un peu plus. Et là, on est sur 4%. Donc, c'est très, 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 très faible. Et pour moi, l'objectif n'est clairement pas atteint. Il faudrait ben, redoubler de, de, de- de moyens, reprendre une réflexion sur pourquoi est-ce que la SECPA existe et comment on fait en sorte qu'elle arrive à, euh, à son objectif initial. Et bon, ben, les idées, ça peut être autant dans les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire est-ce que 16 élèves par classe finalement, est-ce que ça permet vraiment d'individualiser les parcours? Ça permet Hmm. certes d'avoir des classes un peu plus tranquilles, mais l'objectif étant d'individualiser l'apprentissage, c'est toujours pas possible avec 16 élèves. On est obligé de proposer quelque chose de commun, un apprentissage commun. Et ensuite, certes, on a la possibilité de nous intéresser un peu plus à tel élève ou à tel autre. C'est ce que je me disais aussi, enfin, le fait de mettre tous ces élèves qui ont du mal peut-être à se concentrer ou à travailler, Mhm. ça rajoute pas encore en plus un handicap pour eux dans la poursuite des études. Alors, bien sûr, il y a déjà le fait de les regrouper. Alors, ça se discute. Est-ce qu'on va se dire si on les laisse éparpillés
dans les classes, finalement, le professeur, il ne peut pas s'en occuper parce que le collège, ça va jusqu'à 32, 33 élèves. Donc, un élève parmi ces 33 qui n'arrive pas à suivre, qui est décrocheur, ben, le professeur n'aura aucune possibilité de s'intéresser à lui et il va proposer à la classe un apprentissage qui va être trop inatteignable pour cet élève-là. Et donc, la seule réponse pour l'élève, ça va être le décrochage, ça va être ne plus venir au collège. Mais si on les regroupe, il y a bien sûr des difficultés comme celle que tu viens d'énoncer, le fait de, 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 de regrouper plusieurs élèves qui ont des difficultés, ben, il n'y a personne finalement qui va les tirer vers le haut. Et puis, il y a beaucoup plus d'écart de conduite dans une même classe, il y a beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de bruit. Et donc, voilà, chaque choix a ses limites. Mais toujours est-il que, voilà, même si on prend cet exemple, enfin, ce système, cette façon de faire de la SECPA, c'est-à-dire de faire des classes avec des élèves qui ont des difficultés communes et qui ont besoin d'un rythme plus faible, euh, même ça, on se rend compte que ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut être baisser les effectifs. Donc, pour ça, il faut mettre beaucoup plus de moyens. Ça peut être revoir, on peut parler aussi en termes de pédagogie, quelle est la pédagogie la plus adaptée à ces élèves-là. On peut parler de plein de choses, d'un fonctionnement qui est plus proche de celui de l'école primaire, c'est-à-dire on a un élève qui est en difficulté dans une classe, et ben on va le prendre de la classe juste pour quelques temps et ensuite le remettre dans le cursus général. Euh, mais voilà, dans tous les cas, je suis bien sûr d'accord sur le fait que tout est à repenser dans la secta. Mhm. Tu as écrit un livre récemment, je crois, qui est sorti l'année dernière, donc Incasable, Mhm, Les Incasables, dont tu c'est parlais ça. plus tôt. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé, en fait, c'est le fait de vivre des choses assez intenses dans le cadre de mon métier Mhm. et de voir certaines certitudes bafouées, de voir des choses dont on ne se rend pas vraiment compte qui peuvent mener l'élève à être en difficulté scolaire. Et j'avais beaucoup de remises en question euh, durant mon expérience en SECPA et je voyais que ben, finalement, euh, c'est cette prise en compte de l'élève en grande difficulté scolaire n'était pas prise en compte dans le débat public. Je voyais par exemple que quand on arrivait au présidentiel, quand on parlait d'éducation, c'était pour parler essentiellement, si ce n'est pas exclusivement, de laïcité. Pourtant, moi, je suis convaincu que si on va demander aujourd'hui à tous les professeurs quels obstacles est-ce que vous rencontrez dans la pratique de votre métier, euh, les atteintes à la laïcité, ça ne va pas vraiment occuper une part très importante des réponses. On va être beaucoup plus sur les moyens mis en œuvre, sur les effectifs de classe, sur toutes ces choses-là. Et, et voilà, je trouve que le débat public tourne en rond sur la question de l'école, qu'on est sur des thématiques qui sont très éloignées par rapport à ce que je peux voir sur le terrain. Et donc, j'avais envie d'apporter un peu ce regard que moi j'ai, et sans dire que j'ai la réponse à toutes les questions, sans dire que j'ai une recette magique pour que ça aille mieux, juste en pointant le projecteur sur ces élèves-là qui sont en décrochage, en difficulté pour pousser, on va dire, les acteurs publics, les décideurs à prendre des décisions qui vont dans le sens de ces élèves parce que il y a un devoir moral, on va dire, de leur venir en aide, de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la société. Et puis, on peut aussi parler en coût économique par rapport à l'État. Un élève en décrochage scolaire, il représente un coût économique énorme et il ne va pas trouver de travail plus tard pour pouvoir payer des impôts, il ne va pas trouver sa place dans la société. Donc, finalement, il Je n'y crois a qu'un que élève, ça des coûte raisons. peut-être 20, 30 000 euros par an, je crois, à l'État, ou je sais pas. Exactement, un élève, on va dire, dans le cursus général, ça coûte ça. Un élève en SECPA peut-être un peu plus parce que les effectifs de classe sont réduits. Mais toujours est-il que les moyens qu'on met aujourd'hui pour venir en aide aux élèves en difficulté, ça sera beaucoup de moyens qu'on va gagner plus tard
parce que ce sont des élèves qui vont trouver du travail et qui vont s'en sortir dans la vie, qui ne vont pas finalement reposer sur les aides publiques. Donc, moi, je pense qu'on peut aussi parler de ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas l'argument principal pour dire qu'il faut qu'on sauve tout le monde. Mais Hmm. on peut aussi parler de ça si en face, il ne parle qu'en termes économiques, nous disant non, on ne peut pas réduire encore plus ses effectifs parce qu'on consacre déjà énormément de moyens. D'accord, certes, mais en fait, les moyens qu'on consacre aujourd'hui, c'est un investissement. C'est un investissement très rentable pour ne pas perdre de l'argent plus tard. Et donc voilà, c'est aussi ces questions-là que je voulais apporter sur le devant de la scène et pour voilà, tout simplement apporter un petit coup de projecteur. Hmm. Suite à la publication de ce livre, tu as été invité sur enfin plein, je sais pas combien, mais en tout cas, j'ai eu pas mal de vidéos où tu parles un peu tu présentes ton livre et tu parles un peu des SECPA. Mhm, Et je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'était sur France TV ou je sais pas quelle émission, où tu parles mhm. un peu de Ouais, tu donnes quelques anecdotes sur. Je crois que la vidéo elle commence où tu dis un élève te demande Monsieur, pourquoi on est moins intelligent que les autres, ou je sais plus ce qu'il pose comme question. C'est ça, c'est ça. Il me dit pourquoi est-ce qu'on est nul, tout simplement, parce que c'est un élève, comme j'ai dit tout à l'heure, qui arrive en sixième avec la volonté d'être architecte, d'être avocat, médecin, et puis en quatrième, il commence à comprendre qu'il va plutôt falloir choisir entre CAP mécanique et CAP électricien, et il voit bien que ce qu'il est capable de faire n'est pas en accord avec les études qu'il veut poursuivre plus tard. Et donc, il pose cette question de façon très, très brutale, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on est nul? Et en fait, cet élève-là, il avait des problèmes, alors c'était même pas des problèmes de milieu social, etc. C'était un problème de santé. Cet élève-là, il avait 4, 5 rendez-vous par semaine à l'hôpital parce qu'il avait euh, une maladie rare, neurodégénérative, qui fait qu'il a besoin d'être extrêmement, extrêmement suivi. Et forcément, quand vous manquez la moitié de votre scolarité parce que vous devez être à l'hôpital, ça vous donne des difficultés assez graves, finalement, qui peuvent nuire à votre parcours scolaire. Et cet élève-là se rend compte qu'il ne pourra pas poursuivre dans le cursus général parce qu'il est allé voir des livres, voir à quoi ça ressemble. Et il a trouvé que c'était complètement inaccessible parce que, effectivement, en quatrième, il savait plus ou moins déchiffrer, lire, mais c'était très, très lent, on va dire, pas très fluide. Donc, on était sur des compétences de CM1, on va dire. Et c'est normal par rapport à son vécu, c'est parfaitement normal. Mais il s'est rendu compte de ça et donc il m'a posé la question et, et c'est très difficile de répondre à ça. C'est très difficile parce que on ne sait pas si on doit étaler la vérité telle qu'elle est euh, devant l'élève, lui dire voilà, c'est parce que finalement c'était décidé depuis ta naissance, tu as cette maladie-là qui fait que ça te donne des difficultés scolaires, ou est-ce qu'on va lui dire cette, euh, cette fable finalement, ce mythe de travail et tu réussiras. Si quand on veut, on peut. Ah, lui, il avait beau vouloir, en fait, il avait beau travailler pour avoir ce qu'il voulait, il n'arrivait pas au niveau attendu. Il arrivait à peine à lire en quatrième. Et c'était pas parce qu'il travaillait pas, c'était pas parce qu'il faisait pas d'efforts, c'était parce que il avait des conditions particulières. Un autre, ça va être pas parce qu'il est malade, mais ça va être parce qu'il a un milieu social très, très, très peu propice au travail. On va avoir beaucoup de jeunes qui subissent des violences chez eux, des parents qui peuvent être violents euh, et qui se retrouvent à l'école avec beaucoup de problèmes en tête pour pouvoir se consacrer à l'apprentissage. Et en fait, chacun a une raison de se retrouver là et on se rend compte que finalement, avec tout ce qu'ils vivent au quotidien, c'est tout à fait normal que l'apprentissage ne soit pas dans la norme attendue. Ok. Et toi, comment est-ce que tu vis ça?
Moi, là, là, je suis en vacances, donc quand quand je suis en vacances, je retiens que le positif. Je, avec du recul, c'est souvent ce qui ressort, c'est que les côtés positifs, c'est que les progrès des élèves, c'est que ce qu'on a vécu de bien, les sorties scolaires, les moments où je me suis rendu compte qu'on progressait. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même très difficile. Moi, je rentre à la maison, je suis vraiment fatigué le soir. Et comme beaucoup de mes collègues, on partage souvent ce ressenti. On se dit, voilà, quand même, on ne pourra pas faire ça toute la vie, quoi. Et moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que être confronté à cette difficulté et à ce mal-être, finalement, vécu par des enfants, des adolescents, ben, ça a une atteinte au moral, au quotidien. Et donc, je me dis que voilà, je prends du plaisir dans ce métier, mais je prends aussi des coups. Et je pense que voilà, je ne pourrais pas faire ce métier-là toute ma vie. Enfin, je pourrais continuer à enseigner, mais je pense que au bout d'un moment, je serais trop fatigué, trop lessivé pour faire de la CEPA. Tu sais ce que tu pourrais éventuellement faire? Ben, là, je m'oriente par exemple vers des élèves qui seraient dans mon cas, c'est-à-dire qui viennent d'arriver en France, ce qu'on appelle les primo-arrivants. Moi, j'ai vécu le fait d'être primo-arrivant, je sais ce que c'est, je sais les difficultés qu'on ressent. Et ça, c'est une autre section du coup en France qu'on n'appelle pas la SECPA, mais l'UPE2A. Et l'UPE2A, elle va accueillir des élèves qui viennent d'arriver en France, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas forcément des difficultés scolaires, qui peuvent être très bons en mathématiques par ailleurs. Et donc, l'urgence, ça va être l'acquisition de la langue. On est sur un challenge qui est complètement différent, pas les mêmes difficultés que la CEPA. Et donc, je me dis que ça peut être une bonne poursuite de carrière pour moi. Ok. J'ai vu aussi que tu avais un compte Twitter qui était pas mal suivi, Mhm. où ton pseudo, c'est Rachid l'Instit. Euh, Exactement, exactement. j'ai été un peu surpris de voir ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce compte Twitter? Pourquoi tu as créé ce compte Twitter? Et qu'est-ce qui Moi, fait que tu es aussi populaire dessus? j'ai créé ce compte en début de carrière. En début de carrière, moi, quand j'étais petit, je regardais une série qui s'appelle L'Instit. Et en fait, c'était un instituteur bien français qui allait de village en village et qui allait résoudre des problèmes. Il était remplaçant, en fait, donc il était appelé à chaque fois quelque part. Et il s'intéressait à la vie des enfants. Il arrivait à résoudre des problèmes très profonds, comme par magie. Et puis, à la fin de la semaine, il partait ailleurs. Et voilà, j'aimais bien voir ça. Donc, au moment de choisir un pseudonyme, c'est à cette série-là que je pensais. Et je ne m'attendais pas du tout à être autant suivi, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de difficultés scolaires, j'ai eu une audience assez forte. Les gens sont intéressés par ces problématiques-là, et puis ça fait appel à leurs souvenirs, à des choses qu'ils ont vécues. Et, et donc, je pense que beaucoup se reconnaissent dans le message que j'essaye de porter. Et voilà, le fait d'intervenir dans certains médias, parfois bénévolement au début, eh ben, ça m'a permis d'avoir cette petite audience. Et après Twitter, eh ben, c'est comme un jeu, en fait. C'est comme un jeu, c'est-à-dire que quand on a de l'audience, c'est pas forcément parce qu'on la mérite, c'est juste parce qu'on a compris les codes. On sait quel message va faire beaucoup de retweets et, et c'est pas forcément le message le plus pertinent qui va faire beaucoup de retweets. Et ça, je l'ai très bien compris en arrivant sur Twitter. J'étais beaucoup dans le fait d'interpeller telle personnalité politique ou médiatique, d'être dans la punchline, dans, dans la caricature de l'autre. Pas du tout, du tout, du tout dans la nuance, parce que la nuance, au contraire, ça n'aide pas du tout à avoir de l'audience sur Twitter. Twitter, maintenant, c'est 280 caractères. Autrefois, c'était 180 caractères. Donc, il faut vraiment aller droit, droit, droit au but. Et, et voilà, aujourd'hui, le compteur de followers,
il ne monte pas trop, il stagne parce que ben, j'en ai eu assez finalement d'être dans ce qui fait rapporter, dans ce qui me faisait rapporter moi personnellement en tout cas de l'audience, c'est-à-dire ben, la provocation, d'être dans le conflit, la punchline, etc. Là aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus posé parce que c'est aussi très fatigant d'être dans le conflit tout le temps et d'être dans la nuance. Et donc, voilà, je regarde plus trop le compteur de followers, je dis les messages que je veux transmettre et je calcule pas forcément aujourd'hui si ça va me rapporter des followers, contrairement à autrefois où j'étais un peu très focalisé sur ça. Et donc, voilà, mais il y a finalement pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de followers sur Twitter? Je dirais la maîtrise des codes des réseaux sociaux et de ce réseau social-là en particulier. Je pense avoir assez bien compris comment on se fait beaucoup partager. Et puis, il y a, et ça c'est un peu plus positif, le fait que la difficulté scolaire intéresse les gens et qu'on on m'écoute sur ce sujet-là. Hmm. Est-ce que tu retrouves chez les élèves des patterns, des choses qui reviennent en fait? Est-ce que c'est des gens issus de l'immigration ou c'est vraiment mélangé? Ah, il n'y a pas vraiment de portrait robot de l'élève en grande difficulté scolaire. Par contre, effectivement, on va avoir beaucoup plus d'immigrés, d'enfants d'immigrés en SECPA, ça c'est sûr. On va avoir beaucoup plus il y a une surreprésentation des élèves qui sont en foyer, une surreprésentation des garçons. Il y a beaucoup plus de garçons en échec scolaire que de filles. Il y a d'ailleurs des classes qui sont composées uniquement de garçons. Les filles, on sait que pas, c'est rare et d'ailleurs, c'est une souffrance chez elles qu'elles soient aussi rares parce que on peut avoir une fille qui se retrouve dans une classe composée exclusivement de garçons. Euh, donc, non, il y a bien certaines caractéristiques qu'on retrouve. Être enfant de chômeur, par exemple, c'est un trait caractéristique qui occasionne une surreprésentation des élèves en SECPA, alors que des enfants de cadre ou de CSP+, on en voit très rarement, voire jamais dans cette section qui rassemble les élèves à effectif, les élèves qui ont des difficultés scolaires. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire en tant que citoyen, je sais pas, moi ou n'importe qui écoute le podcast? Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans ça? Moi, je pense que le rôle que chacun a à jouer, c'est juste déjà pour commencer la compréhension de ce qui se joue à l'école, la compréhension de pourquoi un élève se trouve en grande difficulté scolaire. Je crois que d'abord, il faut en finir avec l'idée que tout dépend des efforts et du travail. Parce que moi, je suis confronté au quotidien avec des élèves pour qui ce n'est pas le cas, qui ont beau travailler, qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des obstacles concrets, diagnostiqués, qui sont là. Et donc, finalement, quand on dit que quand on fait un peu, que le travail porte forcément ses fruits, ben, c'est une souffrance pour ces élèves-là qui bossent, qui font des efforts et qui n'y arrivent pas. Donc, déjà, la compréhension de ça à l'échelle de toute une société, je pense que ça peut beaucoup aider. Et puis, ce qu'on peut faire, je pense, en tant que citoyen, alors certes, il y a des associations dans lesquelles on peut s'engager, de soutien scolaire, euh, on peut aussi être acteur de l'éducation populaire, c'est-à-dire croire dans le fait qu'on ne grandit pas et on ne s'éduque pas uniquement à l'école, mais aussi en dehors, et donc participer à des événements, à des initiatives d'éducation populaire. Et d'ailleurs, ben, c'est ce que tu fais à travers ton podcast, c'est-à-dire que tu donnes le micro à des gens qui ont certaines choses à dire sur leur domaine particulier. Et puis, c'est en accès libre, donc ça va pouvoir profiter à d'autres personnes, ça va permettre d'enrichir les autres et indépendamment de l'école. Donc, on n'apprend pas uniquement à l'école. Et puis, ben, tout simplement être conscient des enjeux, de ce qui fait la difficulté scolaire. Comme ça peut permettre ben,
politiquement, de s'engager et donc de donner du poids aux discours politiques qui sont les plus pertinents. Là, on va s'engager dans une course à la présidentielle en France et on le sait d'avance pour en avoir vécu quelques-unes, les débats autour de l'école vont être assez creux. La dernière présidentielle, à la primaire de la droite, je me rappelle que Nicolas Sarkozy avait par exemple proposé qu'à la cantine, on puisse donner plus de frites à celui qui refuse la viande au lieu de proposer un vrai repas de substitution. Et, et voilà, ça c'est un sujet qui concerne l'école, qui a occupé des heures et des heures de débat, alors que c'est complètement ridicule. Et donc, voilà, peut-être qu'en comprenant mieux ce qui se joue vraiment à l'école en interne, eh bien, on pourra voter pour un candidat qui propose de vraies solutions. Comment est-ce que la spiritualité, l'islam t'accompagne au quotidien? Euh, Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai appris l'islam, j'ai appris le Coran à l'école marocaine parce que c'était récitation tous les matins. Et donc, c'est quelque chose qui est fortement ancré en moi, le lien entre l'école et l'islam. Enfin, je suis né, j'ai grandi dans une institution qui ne fait pas de barrière, au contraire, mais qui crée un lien entre les deux. Donc forcément, moi, l'islam, c'est dans tous les compartiments de ma vie, j'allais dire. Et puis dans le cadre de mon métier aussi, même si bien évidemment la laïcité, la neutralité du service public fait que je ne peux pas exprimer dans le cadre de mon métier mes convictions religieuses, mais elles sont là. Elles sont là et l'islam, ça nous aide à croire en les possibilités de chacun. Ça nous aide, ça nous mène à venir en aide à chacun. Et, et donc, on va dire, ce qui permet de se sublimer, d'être meilleur. Ça, c'est vraiment à titre spirituel. Et puis, dans le concret, euh, en étant musulman, ben, j'ai beaucoup d'élèves, on va dire, qui sont des enfants d'immigrés. Et la plupart d'entre eux, c'est vrai, sont musulmans. Je pense que même sans le dire et même sans que eux le disent, ben, on comprend. Et il y a quelque chose qui se crée. Je pense que j'ai cette facilité-là avec les élèves, c'est que ceux qui sont de confession musulmane, et ben, j'arrive plus facilement à avoir leur confiance. Et ça, c'est partagé par beaucoup de professeurs musulmans. Ils vous le diront que dans les quartiers, dans les cités sensibles où il y a quand même beaucoup de musulmans, ben, ils arrivent à avoir plus d'attention de la part des élèves, plus de confiance. Et c'est quelque chose que je peux forcément utiliser à bon escient dans le cadre de mon métier. Je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment bien, en fait. Tu vas au-delà de ton rôle, en fait, de professeur. Enfin, je sais pas si c'est vraiment au-delà, mais en tout cas, le fait d'en parler, d'écrire, de sensibiliser tout le monde à ce sujet-là. C'est ce genre de choses qui fait bouger les lignes. Et franchement, bravo. Merci beaucoup Abdelrahman. Bah, écoute, comme je t'ai dit, moi j'apprécie beaucoup cette initiative et je suis très content de participer à ce podcast parce que voilà, c'est un partage d'expérience et qui va nous permettre de nous enrichir tous, qu'on participe ou qu'on écoute. C'est très enrichissant, donc vraiment merci à toi de faire ça. Ok. Est-ce que tu as une routine, des routines que tu suis quotidiennement, mensuellement, le matin, choses qui reviennent souvent? Alors moi, je suis très difficile le matin, donc c'est vrai que la prière, ça va plutôt attendre quand je rentre du travail. Euh, non, je peux pas vraiment dire que j'ai une routine particulière parce que justement, je suis quelqu'un qui essaye de lutter contre la routine, d'aller à chaque fois vers une façon nouvelle de mener ma journée, de me renouveler parce que une fois que je vais au collège, une fois que j'arrive dans mon lieu de travail, là, pour le coup, c'est une répétition. Vraiment, tout au long de l'année, une répétition. Et donc, je fais vraiment en sorte que ailleurs, quand je sors,
ce soit pas, ce soit pas une répétition parce que sinon ça fait une vie quand même assez morne. Donc voilà, je suis plus dans l'évitement de la routine. D'accord. Est-ce que tu as des recommandations de livres ou de références? Bien évidemment, je mettrai ton livre Les Incasables en description, en référence pour ceux qui sont intéressés. Sinon, est-ce que tu en as d'autres? Alors, moi, j'aime beaucoup, en arrivant dans le métier, j'ai beaucoup profité d'un livre qui s'appelle Ces enfants empêchés de penser, donc d'un auteur qui s'appelle, non, j'ai oublié le nom. Oui, voilà, Serge Boimard. Ça, c'est un livre professionnellement qui m'a beaucoup apporté. Je peux aussi citer c'est le livre phare qui permet de comprendre ce que vivent mes élèves, c'est Les Héritiers de Bourdieu, qui permet de comprendre la reproduction sociale, de comprendre comment ça se fait que des élèves puissent être en échec scolaire. Euh, c'est quand même un livre très, très important de sociologie. Et puis, euh, et puis voilà, sinon, je lis plus, c'est vrai, des choses qui n'ont rien à voir avec l'école, parce que la lecture, ça me permet aussi de m'évader, de penser à autre chose. Donc, dernièrement, j'ai lu Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, un livre qui avait obtenu le prix Goncourt, et j'ai beaucoup apprécié ce livre sur, le milieu rural. Et ça a aussi un lien avec l'école parce que ce sont des élèves dans les milieux ruraux qui sont face à d'autres problématiques encore que celles que je rencontre. Et c'est un livre que je conseille aussi, bien évidemment. Super. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description. Et enfin, si les gens souhaitent te suivre et te contacter, s'ils ont des questions, quoi que ce soit, donc tu as ton compte Twitter, j'imagine. Voilà. Oui, c'est vrai que je me consacre tellement à Twitter que finalement, c'est le seul réseau social où je suis actif. Et voilà, en avoir un seul, ça me permet de ne pas perdre non plus trop de temps avec les réseaux sociaux. Ok, nickel. Bah, écoute, Rachid, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. C'était très Pareil, Abdelrahman, enrichissant. merci énormément pour l'invitation, de m'avoir écouté. Puis, je suis encore désolé pour les problèmes de train, Un problème de logistique. Non, il n'y a pas de report souci. de Il n'y a aucun rendez-vous. souci, t'inquiète pas. Tu m'as dit que tu es à Marseille, hein, il me semble, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Bon, bah écoute, si je passe à Marseille, Inch'Allah, Ah, avec je plaisir, t'enverrai ce un serait petit message super. et puis ce sera l'occasion de se rencontrer. J'espère. Inch'Allah, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, je te dis à bientôt et bon courage pour la suite, Inch'Allah, et bonne Allez, continuation. ça marche, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.